Ma cousine a empoisonné mon fils et moi afin de voler mon mari. Les histoires vraies de Guille. Il y a des femmes qui portent la lumière. Et d'autres, l'ombre qui dévore. Dans une grande maison, aux murs couleur sable, un rire résonnait. Clair, pur, sincère. C'était celui d'Aya. Aya n'avait pas seulement la beauté. Elle avait la grâce. Un regard doux comme une rivière calme. Une démarche qui imposait sans jamais écraser. Et surtout, un cœur aussi large que le ciel. Mariée à Marcel, un homme d'affaires respecté, elle vivait paisiblement avec leurs 2 enfants, dans une belle maison de la ville. Aya avait tout pour elle, un mari aimant, des enfants polis, un foyer chaleureux. Mais jamais elle n'avait oublié ses racines. Elle était née au village. Et c'est là-bas qu'elle avait grandi, dans la même case que Fanta, sa cousine. 2 petites filles aux pieds nus, courant entre les palmiers, partageant le même bol de riz, les mêmes rêves d'avenir. Mais le destin les avait séparées. Aya avait eu la chance de continuer ses études, grâce à une bourse. Fanta, elle, était restée au village, aidant sa mère sur les marchés, vivant entre les champs, la poussière et l'espoir qu'un jour, quelque chose changerait. Un soir, assise sur la terrasse, Aya regardait le ciel. Ses enfants dormaient. Son mari lisait un journal. Et une pensée lui traversa l'esprit. Fanta, elle mérite une autre vie. Le lendemain, elle appela sa tante au village. « Tanti, comment va Fanta ?»« À ma fille, toujours la même. Elle aide, elle travaille, mais ici, la vie est dure. Je veux qu'elle vienne vivre avec nous. Qu'elle termine ses études ici, qu'elle ait une vraie chance. Tu ferais ça ? Pour elle. Je le ferai pour toi. Et pour ce qu'on a partagé, elle et moi. » Ce jour-là, Aya ne savait pas que ce coup de fil allait changer sa vie. 2 semaines plus tard, Fanta descendait du car, valise en main. Elle avait grandi. Devenue une belle jeune femme, au regard timide et au sourire discret. Aya la serra fort dans ses bras, comme si le temps n'avait rien effacé. « Bienvenue chez toi. »« Merci, grande sœur. » Elle lui avait toujours donné ce surnom. Mais dans ses yeux, une autre lueur brillait. Une lueur que personne ne remarqua. Aya lui ouvrit les portes de sa maison. Une chambre rien que pour elle, une garde-robe garnie, un téléphone neuf, et même une inscription dans une grande école. Marcel, le mari, salua poliment Fanta. « Bienvenue chez nous, ma petite. Ici, tu es en sécurité. »« Merci beaucoup, tonton. » Tout semblait parfait. Une famille qui s'agrandit. Un nouveau départ. Une belle histoire. Mais parfois, derrière un sourire, se cache un projet. Et derrière la reconnaissance, une jalousie prête à mordre. Au village, la mère de Fanta dansait presque. Elle racontait à qui voulait l'entendre. « Ma fille est partie. Chez sa cousine riche. Ah, que Dieu fasse qu'elle épouse aussi un homme comme ça un jour. » Mais dans son cœur, elle n'espérait pas qu'elle en trouve un comme ça. Elle espérait qu'elle prenne le sien. Pendant les premières semaines, tout se passa bien. Fanta était discrète. Elle aidait à la maison, allait en cours, faisait rire les enfants. Aya la traitait comme une sœur. Parfois même comme une princesse. Mais c'est justement dans ce genre d'équilibre que les premiers désirs malsains commencent à naître. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, Fanta sortit sur le balcon. Le vent chaud caressait sa peau. Elle regardait la chambre d'Aya à travers la vitre. Elle murmura doucement. « Tout ça aurait dû être à moi. » Ce n'est pas l'ennemi qui fait le plus de mal. C'est la sœur qui sourit, pendant qu'elle creuse ta tombe. Dans les premiers temps, Fanta brillait comme un exemple. Elle se levait tôt, aidait Aya à la cuisine, faisait réciter les leçons aux enfants, et riait aux blagues de Marcel, avec cette innocence faussement naïve. Mais derrière ce masque poli, un autre visage se dessinait. Un visage affamé. Affamé de luxe, de désir, et surtout de vengeance. Elle avait attendu toute sa vie. Attendu que la chance tourne. Et maintenant qu'elle était là, sous le même toit qu'un homme riche, tendre, fidèle. Elle ne voulait plus attendre. Un soir, elle entra dans le salon. Elle portait une robe courte, un peu trop moulante. Aya n'y prêta pas attention. Elle faisait confiance. Mais Marcel, lui, détourna les yeux, un peu gêné. Fanta s'assit en face de lui, croisant les jambes lentement. Elle parla de tout, et de rien. De ses cours, de la ville, de la vie. Et puis, elle posa la question piège. « Tonton, si tu n'avais pas rencontré Aya, tu crois que tu aurais pu épouser quelqu'un comme moi ?» Marcel sourit, sans répondre. Mais ce silence, elle le prit pour un frisson. À partir de ce soir-là,
Elle intensifia son jeu. Tenue plus osée, gestes plus lents, parfum plus fort. Et surtout, elle prenait soin d'être là quand Aya ne l'était pas. Mais Aya n'était pas dupe. Elle commençait à remarquer les regards trop longs, les réponses trop douces, les silences qui pesaient. Un jour, elle appela sa tante. « Tanti, ta fille, elle a changé. Elle me regarde avec une froideur étrange. » La voix au téléphone répondit calmement. « Elle est juste intimidée. Donne-lui du temps. » Mais dans la même nuit, au village, la même tante disait à sa fille « Tu avances trop lentement. Tu dois accélérer. Si tu ne prends pas cet homme maintenant, tu ne le prendras jamais. » Fanta, cette nuit-là, pleura. Non pas de remords, mais de frustration. Elle avait essayé d'être douce, d'être belle, d'être parfaite. Mais Aya était toujours là. Belle, souriante, présente. Elle étouffait. Alors, elle changea de stratégie. Elle ne viserait plus seulement Marcel. Elle s'attaquerait à la structure même de la maison. Et dans une maison, rien ne rapproche un homme d'une autre femme. Comme une épouse accusée d'échec. Elle commença à semer le doute. Subtilement. Quand les enfants oubliaient leur cartable. « C'est pas grave, tonton. C'est que ta femme est fatiguée ces temps-ci. » Quand Aya était occupée. « Je peux t'aider, tonton. Aya n'est pas toujours disponible. » Petit à petit, les fissures apparurent. Rien de visible. Rien de brutal. Mais des grains de sable dans le moteur du mariage. Et pendant ce temps, Fanta appelait sa mère chaque soir. La voix de la vieille femme était froide. Elle t'écrase parce qu'elle est plus belle. Elle te devance parce qu'elle est arrivée avant. Mais rappelle-toi, dans une maison, la vraie reine, c'est celle qui reste. Un après-midi, Fanta entra dans la chambre d'Aya. Elle fouilla. Bijoux, photos, lettres d'amour, vêtements de nuit. Elle les regarda avec haine. Et murmura. « Tu crois que tout ça, c'est à toi ? Tu te trompes. » Elle appela sa mère ce soir-là. « Il me regarde, mais pas assez. Il me respecte trop. Alors tu dois créer un événement. Un choc. Quelque chose qui le brisera. Et qui t'ouvrira la porte. » Quoi ? Son enfant. Silence. Tu veux dire ? Oui. Ce petit garçon est le pont entre eux. Coupe le pont. Fanta raccrocha. Son cœur battait. Elle tremblait. Pas de peur. Mais d'excitation. Un pas de plus. Et elle aurait tout. Et dans la chambre d'Axe en grave côté, Aya dormait profondément. Ignorant que dans sa propre maison, sous son propre toit, un serpent glissait doucement vers le cœur de sa famille. Il y a des guerres qu'on ne voit pas. Des batailles silencieuses, où les armes sont les sourires, et les balles, des gestes en apparence anodins. Depuis quelques semaines, l'air dans la maison avait changé. On ne pouvait pas le décrire. Mais on le sentait. Aya devenait nerveuse. Elle ne dormait plus comme avant. Elle se réveillait en sursaut. Quelque chose, au fond d'elle, lui disait que sa paix était en danger. Mais elle refusait de croire que Fanta, sa propre cousine, puisse lui vouloir du mal. Elle priait. Souvent. En silence. Longtemps. Mais même la prière ne pouvait pas empêcher ce qui approchait. Fanta, elle, était impatiente. Son plan avançait trop lentement. Marcel restait distant, poli, respectueux. Aya, malgré ses doutes, ne l'accusait jamais. Elle lui laissait sa place. C'était insupportable. Fanta se sentait comme une figurante dans un film qui devait être le sien. Un soir, pendant que les enfants jouaient dans la cour, Fanta les regardait par la fenêtre. Son regard s'attarda sur le plus jeune, Kevin. 6 ans. Rieur. Innocent. Mais surtout, collé à son père comme une ombre. Elle murmura. C'est lui le problème. Ce même soir, elle appela sa mère. Il ne la quitte pas. Même après tout ce que j'ai fait. Il ne la quittera jamais tant que son sang est en elle. Tu dois couper le lien. Tu dois frapper là où ça fait mal. Fanta se tut. Puis demanda. Comment ? Tu n'auras pas à le faire seul. Quelques jours plus tard, Fanta reçut un petit colis. À l'intérieur, une poudre. Marron. Piquante. Une enveloppe. Et un papier griffonné. Ajoute dans le lait. Il dormira et tombera sans douleur. Il pensera que c'est un accident. Elle garda le paquet dans sa chambre. Chaque nuit, elle le regardait. Jusqu'au jour où elle décida d'agir. Un après-midi,
Aya et Marcel durent sortir pour une réunion. Fanta resta seule avec les enfants. Elle prépara du lait chaud, comme ils aimaient. Mais dans le bol de Kevin, elle ajouta la poudre. Quand il but, il sourit. Il la remercia. Puis, il dit « Tata, tu es gentille ». Ces mots la frappèrent. Juste une seconde. Mais elle se reprit. Quelques minutes plus tard, Kevin tituba, s'effondra, et son cœur s'arrêta. Quand Aya rentra, elle entendit les cris. Fanta pleurait. Kevin était déjà froid. L'hôpital ne put rien faire. Ils conclurent à une malformation cardiaque. Personne ne chercha plus loin. Aya hurla pendant des jours. Ne mangea plus. Ne parla plus. Marcel, lui, tomba dans un silence total. Et Fanta joua son rôle à la perfection. Elle resta près d'eux, prépara des repas, berça le deuxième enfant, soutint Marcel. Mais chaque nuit, seule dans sa chambre, elle souriait. Un mois plus tard, Aya tenta de se relever. Mais elle n'était plus la même. Elle soupçonnait, mais n'avait aucune preuve. Et l'amour vrai, rend parfois aveugle. Marcel reprit le travail. Mais un froid s'était installé entre lui et sa femme. Un froid que Fanta s'empressa de combler. Elle n'était plus la cousine. Elle devenait l'ombre qui prenait racine dans le silence du couple. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme brisé ne devient pas automatiquement un homme disponible. Et Marcel n'oubliait rien. Quand le mal échoue, il ne renonce pas. Il change de visage et frappe plus fort. Fanta était troublée. Elle avait imaginé que la mort de Kevin ferait tout s'effondrer, que le couple plierait sous le choc, que Aya deviendrait une coquille vide, que Marcel, affaibli, chercherait du réconfort ailleurs, vers elle. Mais rien de tout cela ne s'était produit. Aya pleurait, oui, mais elle tenait bon. Elle priait plus fort, se rapprochait de Dieu et de son mari. Marcel, lui, s'était enfermé dans un mutisme distant, mais il restait aux côtés de sa femme. Discret, présent. Fanta ne comprenait pas. Elle pensait avoir tout prévu, tout calculé. Mais elle ne savait pas qu'on ne brise pas un amour bâti sur des années de souffrance, de pardon et de fidélité. Elle tenta une approche plus directe. Un soir, alors qu'Aya était sortie, elle alla frapper à la porte du bureau de Marcel. Il travaillait sur son ordinateur. « Tonton, tu as mangé ?»« Non, pas faim. » Elle entra, déposa un plat, puis s'assit, sans être invitée. « Je sais que tu souffres. Moi aussi. Kevin, il était si doux. » Marcel resta silencieux. « Je me dis souvent que si j'étais à ta place, j'aurais perdu la tête. » Il releva les yeux. « Heureusement que tu n'es pas à ma place. » Fanta sourit, maladroitement. Mais ce sourire s'effaça vite. Il la regardait, droit dans les yeux. Et dans ce regard, il n'y avait ni tendresse, ni colère. Juste une certitude muette. Ce soir-là, Fanta comprit. Marcel ne la voulait pas. Ne la voulait pas comme femme. Peut-être pas même comme cousine. Et Aya, malgré sa souffrance, l'empêchait encore d'atteindre ce qu'elle convoitait. Alors, elle appela sa mère. Ça ne marche pas. Il ne fléchit pas. C'est parce qu'elle est encore là. Même affaiblie, elle bloque ton chemin. Je fais quoi alors? Tu la retires. Silence. Tu veux dire, la tuer? Tu veux la place, oui ou non? Tu crois que ça tombe du ciel? La vie qu'elle a, c'est à toi maintenant de la prendre. Fanta raccrocha. Ses mains tremblaient. Mais pas de peur. Non. De décision. Le lendemain, un colis arriva du village. Petit. Anodin. À l'intérieur, un sachet de poudre noire. Et un mot. Mais un quart. Pas plus. Dans la sauce de poisson. Fanta cacha le sachet dans sa commode. Et attendit le bon moment. Le moment arriva, quelques jours plus tard. Une dispute éclata entre Aya et Marcel. Petite au début. Mais les émotions étaient à vif. Et les mots dépassèrent la pensée. Aya, blessée, monta dans sa chambre. Ne parla à personne. Refusa de dîner. Ce soir-là, Fanta pensa. C'est parfait. Elle descendit. Prépara le repas. Poisson braisé, riz, sauce épicée. Et dans l'assiette d'Aya, elle versa la poudre. Puis, pour ne pas éveiller de soupçons, elle déposa aussi une assiette devant Marcel. Et une autre pour elle-même. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aya,
enfermée dans sa chambre, priait. Elle pleurait, oui, mais elle priait. Et au moment où Fanta monta l'appeler, Aya dit simplement « Je n'ai pas faim. J'ai besoin d'être seule. » Marcel, lui, malgré leur dispute, accepta de dîner avec Fanta. Ils s'assirent. Elle servit. Elle sourit. Et elle mangea. Morceau après morceau. Elle avala sa propre trahison, sans savoir que le piège qu'elle avait tendu venait de se refermer sur elle-même. Marcel, prudent, ne toucha presque pas à son plat. Il parla peu, puis monta. Et Fanta resta là, seule, dans cette maison qu'elle croyait conquérir, ignorant que son corps avait déjà commencé à la trahir. Quand on creuse une tombe pour autrui, il faut toujours penser à vérifier qu'on n'y tombe pas soi-même. La nuit était calme, trop calme. Pas de vent, pas de cris, juste le bruit des lampes solaires qui grésillaient légèrement dehors. Fanta monta dans sa chambre, satisfaite. Elle avait mangé, souri, tranquille, convaincue que le poison opérerait au petit matin, qu'on retrouverait Aya inerte et que Marcel finirait par se consoler dans ses bras. Elle se déshabilla, se coucha, ferma les yeux, mais à peine le sommeil effleurait elle, qu'une douleur lui traversa le ventre. Subtile d'abord, comme une crampe, puis plus forte, brutale, comme si ses entrailles se tordaient, comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur. Elle se leva d'un bond, tituba jusqu'à la salle de bain. Ses mains tremblaient, son visage devenait pâle, ses lèvres sèches. Elle se pencha sur le lavabo, cracha, et ce qu'elle vit, ce n'était pas de la salive. C'était noir, épais, comme du goudron. Elle poussa un cri étouffé. Son cœur battait à tout rompre. Son corps chauffait. Elle commença à délirer. Des ombres semblaient danser sur les murs. Des visages dans le miroir. Des voix, venues de loin, qui murmuraient « Ce n'était pas ta place ». Marcel entendit un bruit. Il sortit de sa chambre, inquiet. Il trouva Fanta, recroquevillée au sol, en sueur, la bouche pleine de mousse. Ses yeux roulaient. Elle murmurait des phrases incohérentes. Je voulais juste ce qu'elle avait, je voulais juste. Il appela une ambulance. Ils arrivèrent en urgence. Mais son état s'aggravait à chaque minute. Dans le véhicule, elle convulsa. Son corps rejetait tout. Son estomac brûlait de l'intérieur. Ses veines semblaient noircir sous sa peau. À l'hôpital, les médecins ne comprirent rien. Pas d'allergie, pas de maladie apparente. Mais le toxique agissait vite. Trop vite. Le visage de Fanta se déformait. Elle hurlait, puis riait, puis pleurait. Son cœur s'emballait. Ses pupilles se dilataient. Et là, dans ses derniers souffles, elle murmura. « Dis-lui que je suis désolée, je voulais juste la vie qu'elle a volée. » Puis, plus rien. Marcel était figé. Il comprenait. Il avait deviné, mais n'avait jamais voulu y croire. Maintenant, tout s'emboîtait. Les regards, les gestes, les accidents. Ce n'était pas une cousine. C'était une menace qui s'était glissée sous leur toit et qui avait choisi sa propre fin. Le lendemain, il rentra seul à la maison. Aya l'attendait. Elle avait pleuré. Elle avait prié toute la nuit. Elle savait que quelque chose s'était passé. Elle le vit dans ses yeux. Mais Marcel ne dit rien. Pas encore. Il se contenta de s'asseoir à côté d'elle, de poser sa tête sur ses genoux, et de pleurer. Enfin, dans la chambre de Fanta, ils retrouvèrent le sachet. Et une lettre. Griffonnée, sale, tremblante. « Maman, j'ai échoué. Je pensais que c'était simple. Mais Dieu n'a pas dormi. Je sens qu'il me regarde. Je sais que je vais partir. Dis-lui qu'elle mérite tout ce qu'elle a, même si je l'ai enviée. » Aya lut la lettre. Et au lieu de colère, elle s'effondra. Pas de haine. Juste, une immense fatigue. Elle venait de perdre un fils. Et maintenant, elle découvrait que celle qu'elle avait accueillie comme une sœur avait voulu lui prendre sa vie. Mais elle ne savait pas encore que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Qu'au village, quelqu'un d'autre allait maintenant payer le prix du sang. Quand tu souffles sur le feu chez les autres, ne sois pas surpris qu'un jour, la fumée revienne noircir ton propre toit. Au village, le soleil tapait fort ce matin-là. Mais la vieille Massanget, la mère de Fanta, grelottait. Assise devant sa case, elle tenait son pagne serré sur elle, comme si le froid l'avait transpercée de l'intérieur.
Depuis 3 jours, elle n'avait pas bien dormi. Des cauchemars, des visages, des cris, des choses qu'elle ne comprenait pas, ou peut-être qu'elle ne voulait pas comprendre. Elle n'avait pas encore reçu de nouvelles de sa fille. Pas un mot, pas un message. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle le sentit quand le vent s'était levé subitement la veille au soir. Quand les chiens du quartier avaient hurlé à la mort. Et quand son miroir s'était fissuré tout seul, sans qu'on ne le touche. Quelque chose était arrivé. Quelque chose qu'elle avait envoyé, qui était revenu. Elle sortit pour balayer sa cour. Mais à peine le balai soulevé, elle vomit. Pas de nourriture. Pas de bile. Mais une sorte de liquide noir. Épais. Pestilentiel. Elle trembla. Son voisin la vit, accourut. « Tanti, ça va ? Laisse-moi, ce n'est rien. » Mais il vit dans ses yeux qu'elle avait vu quelque chose que personne d'autre ne voyait. La nuit suivante, elle rêva de Fanta. Sa fille marchait pieds nus dans un couloir noir. Ses cheveux étaient en feu. Et dans sa main, une cuillère. Elle marchait lentement. Et chaque pas qu'elle faisait laissait une trace de cendre. Elle s'arrêta, la regarda, et dit « Tu m'as envoyé, tu m'as sacrifié. » Massanget se réveilla en hurlant. Le lendemain matin, elle alla voir un vieux guérisseur du village. Elle s'agenouilla devant lui. « Je veux savoir si ma fille est vivante. » Il la regarda longtemps, puis dit simplement « Pourquoi tu ne demandes pas si son âme est en paix ?» Elle comprit alors. Elle n'eut même pas besoin d'un téléphone. Son cœur, lui, avait déjà reçu le message. Ce même jour, une femme du village vint lui dire que les rumeurs circulaient. Qu'on disait que sa fille avait tenté d'empoisonner sa cousine. Et qu'elle en était morte. Massanget ne répondit pas. Elle rentra chez elle, s'enferma, et ne sortit plus pendant des jours. Mais les esprits, eux, ne dorment pas. Ils frappent quand l'âme est faible. Et la sienne était vide. Elle entendit des voix la nuit. Des rires d'enfants. Des bruits de pas. Des chuchotements au coin de sa chambre. Elle tenta de se purifier, de prier, d'aller au temple. Mais les portes du temple se refermèrent sur elle. Le prêtre la fixa, puis lui dit froidement « Il y a du sang sur tes mains. Ce n'est pas moi qu'il faut supplier. » Son corps commença à changer. Ses jambes gonflèrent. Sa peau noircit par endroits. Son souffle devint lourd. Les femmes du quartier refusaient de l'approcher. Ses propres sœurs détournaient le regard. Une nuit, une enfant du village la pointa du doigt et dit innocemment « C'est elle, la sorcière qui a tué la maman de la maison en ville. » Les gens se mirent à parler. La honte remplaça la douleur. Et dans la solitude, Massanget comprit. Elle demanda à ce qu'on appelle un marabout. Quand il arriva, il refusa d'entrer. « Ce que tu as fait ne se nettoie pas avec des feuilles, ni avec du savon noir, ni avec des sacrifices. Mais je voulais juste qu'elle vive bien. » Non, tu voulais qu'elle vive à la place d'une autre. Il tourna les talons, et la laissa là, sur sa natte, à pleurer, et à pourrir lentement, seule. Au bout de 2 semaines, un jeune homme venu du village voisin frappa à sa porte. Il voulait récupérer une marmite qu'elle lui avait promise pour sa sœur. Mais il ne trouva que son corps, sec, tordu, les yeux ouverts, comme si elle avait vu ce qui l'attendait de l'autre côté. Le chef du village ordonna qu'elle soit enterrée à la hâte. Pas de cérémonie, pas de chant, juste un trou et une pelle. La même terre qu'elle avait utilisée pour invoquer la mort. La recouvrit, froide et indifférente. Après la tempête, le silence n'est pas toujours un soulagement. Parfois, il est juste ce qui reste. Aya se tenait dans la cour de la maison. Le soleil se couchait doucement. Une brise légère faisait bouger les rideaux. Et le rire d'un enfant, quelque part dans le quartier, flottait dans l'air. Un rire qui lui rappelait Kevin. Cela faisait maintenant 3 mois. 3 mois que tout avait explosé. 3 mois que Fanta avait mangé le poison qu'elle destinait à une autre. 3 mois que la vérité, aussi sale soit-elle, avait jailli à la lumière du jour. La maison avait changé. Pas physiquement, mais dans son énergie. Il y avait quelque chose de cassé. Marcel ne parlait pas beaucoup. Il faisait de son mieux. Il était là, oui, mais plus distant. Comme un homme qui marche au bord d'une falaise, le cœur serré, de peur de retomber. Aya, elle, priait plus que jamais. Elle parlait peu aussi. Mais elle vivait. Pas par choix, mais parce qu'il fallait continuer. Un matin,
elle se leva avec une idée. Elle se rendit dans la chambre où dormait Kevin. Tout était encore là. Les jouets, le cartable, ses chaussures minuscules alignées sous le lit. Elle s'assit, ferma les yeux, et dit « Je ne te ramènerai jamais, mais peut-être que d'autres enfants, eux, peuvent encore être sauvés. » La semaine suivante, Aya lança une fondation. Discrète, mais forte. Elle donna le nom de son fils. Le sourire de Kevin. Une structure pour aider les enfants en difficulté à accéder aux soins, à l'école, à un toit. Le jour de l'inauguration, elle lut un court discours. « Je ne suis pas venue pour pleurer. Je suis venue pour donner un sens à la douleur. Que mon fils ne soit pas mort pour rien. Que l'amour qu'on m'a tenté d'arracher serve à semer ailleurs. » Les dons commencèrent à arriver. Des familles aidées, des enfants logés, et même des mamans en détresse épaulées. Aya retrouvait peu à peu une mission. Un souffle. Mais dans le silence de ces nuits, elle rêvait encore. De Kevin, de Fanta, et de cette foutue nuit, où tout aurait pu basculer autrement. Marcel, de son côté, finit par demander pardon. Un soir, ils étaient assis ensemble sur le toit. Il la regarda longuement, puis dit « Je suis désolé de ne pas t'avoir protégée. Je suis désolé de t'avoir laissé seule dans tes soupçons. Je suis désolé d'avoir douté de toi-même en silence. » Aya ne répondit pas tout de suite. Elle prit une longue inspiration, puis posa sa main sur la sienne. « Tu n'as pas à tout porter. Ce poison-là, elle l'a cuisiné toute seule. Mais l'amour, même sincère, même pur, ne revient pas toujours comme avant. Parfois, il change de forme, devient prudence, complicité silencieuse, ou simple respect. Et c'est dans ce respect-là qu'ils continuèrent. Fanta fut enterrée sans cérémonie, dans un carré isolé du cimetière. Pas de pierre. Juste un nom sur un papier, rangé dans un tiroir administratif. Massanget, sa mère, ne fut jamais vraiment pleurée. Les enfants évitaient même de passer devant sa case. Et la vie continua. Un jour, une jeune fille vint frapper à la porte d'Aya. Elle avait 15 ans. Maigre, pieds nus, les yeux fatigués. « On m'a dit que vous pouviez m'aider. » Aya la regarda, puis ouvrit grand la porte. « Entre. Ici, on ne juge pas les blessures. On les soigne. » Dans la pièce, accrochée au mur, une photo de Kevin trônait. Il souriait, toujours. Et au bas de la photo, une phrase gravée. « Ce que tu donnes aux autres, le ciel le garde pour toi. »